Ouais, hier ou avant-hier, si on avait fait, une émission ou même samedi, parce que ça a débuté samedi, on aurait vraiment mis, l'accent sur sur cette guerre des 3 jours, Donald Trump contre le voisin, canadien et contre le voisin, mexicain avec cette décision samedi. Il a signé, cette augmentation des tarifs douaniers de 25 immédiatement. Le Mexique et le Canada qui avaient, prévu tout ça ont mis, en place, des, réponses, à ces attaques qui sont attaques extrêmement troublantes parce que ce sont contre des alliés, hein, contre des alliés, des États-Unis. On remarque que depuis, que, Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, et donc, on imagine bien, que, Vladimir Poutine se frotte les mains. On remarque donc qu'il s'attaque, qu'aux alliés, des États-Unis. Il affaiblit le camp, contre Poutine. Donc ça a été le Canada, un allié historique, des États-Unis, qui, n'a pas hésité, après le 6 janvier à envoyer des troupes, par exemple, pour aller, mener la guerre contre le terrorisme, en Afghanistan, par exemple. Des alliés historiques comme le Canada, comme le Mexique, avec la menace d'intervenir militairement à Panama, l'envoi de Rubio, pour venir négocier, le canal, la reprise en main du canal de Panama et qu'on soit clair, hein, non seulement l'argument que, il le faut parce que les Chinois ont pris le contrôle est complètement bidon, mais, vous ne pouvez pas contrôler le canal de Panama sans contrôler le Panama. Donc en fait, c'est une reprise en contrôle d'un pays en entier. Il y a eu une interview du président panaméen, qui est extrêmement inquiet, on s'en doute, qui explique que, il pense que ça va aller jusqu'à l'affrontement militaire. On espère qu'il se trompe et en signalant que, c'est un affrontement militaire qui ferait de très nombreuses, victimes du côté panaméen. Donc encore une fois, allié des États-Unis, attaqué par les États-Unis. Trump, menace au-delà du Groenland, menace aussi, l'Europe et la France de ces fameux, tarifs, douaniers, pour, les punir. Donc, voilà, hein, il faut commencer par ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais c'est un point, super important de se rendre compte qu'en 2 semaines de présidence Trump, il n'y a pas eu un mot, contre, la Russie, qui, continue à envahir, une partie, de l'Ukraine. Il n'y a pas eu un mot contre la Chine, il n'y a pas eu un mot contre la Corée du Nord, mais il y a eu des actes contre des alliés historiques des États-Unis. Ouais, non, mais on en avait parlé plusieurs fois avant, comment si on veut vraiment avoir cette perspective, il y a Vladimir Poutine du côté russe qui prend la moitié du monde et après il y a Trump qui prend l'autre. On va dans cette direction-là. Et historiquement même de dire comment le pays est tombé, c'est un pays qui représentait le bien contre le mal. On pense les ennemis avant de ce pays, c'était quand même les nazis et tout ça, quoi. Et aujourd'hui, on attaque le Canada, et comme tu as dit, nos alliés. Ouais. Donc, non, c'est choquant. Et dans le même esprit, au moment où je vous parle, Donald Trump, a signé un nouveau, décret, un executive order pour retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme, à l'ONU, donc l'Organisation mondiale de la santé, traité de Paris sur le climat, et maintenant, les, droits de l'homme. Il y a cette volonté donc complètement, isolationniste des États-Unis, mais à la fois impérialiste. On va d'ailleurs un petit peu commencer avant de revenir sur le cœur de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours parce que, il s'en est passé, des choses du côté des tarifs douaniers. On va essayer de faire une synthèse rapide de tout ça. On va débuter, Thomas, si tu l'as, par cette publicité, ce spot, fait par le, Lincoln, Project, qui, à sa manière, se moque ou, tire la sonnette d'alarme aussi, hein. C'est pas simplement de faire des pubs rigolotes, mais c'est de faire des pubs impactantes, sur cette volonté, de Donald Trump de transformer,
l'Amérique de passer de great, mais Make America Great Again, à Make America Greater Again. Donc une Amérique plus grande qui sortirait de ses frontières actuelles. On regarde ça tout de suite. America on the march. President Trump announced this month that the Gulf of Mexico is going to become the Gulf of America. Can Jimmy have some freedom fries with that? Well then, how about a big, beautiful canal instead? And we're taking it back. But if tropical isn't your thing, how about the land of ice and snow? Looks like Christmas is in January this year. Greenland, or should we say America Land? So how will our fearless leader get us these wonderful lands and properties? Will there be war? Will people die? How much will it cost? Is using the American military to take over foreign lands really fine with everyone, you ask? I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. Of course it is. Don't be a commie. We're making America even greater again. And whatever isn't America, we will make America. Here's looking at you, Canada. Ouais, voilà, donc c'est pas mal vu sur le ton des actualités de l'époque, façon années 40. Ouais, c'est de la propagande. Nous en sommes là. On avait fait une émission très très tôt, à quelques jours après, je sais pas si t'en souviens Thomas, après l'élection de Donald Trump, lorsque tout le monde nous expliquait que non, c'était du troll, que Donald Trump n'était racontait des blagues, et on vous avait expliqué que non, et d'où venait cette nouvelle obsession du côté des MAGA pour étendre l'influence américaine, donc pas apparemment sans utiliser les outils habituels, hein. L'influence américaine, avant ça, c'était par exemple sa présence au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Ce n'est plus le cas. C'était de l'aide humanitaire dans de nombreuses nations, dans l'Afrique, etc. Tout ça est suspendu. Donc, il y a une volonté, pour le coup, expansionniste de s'étendre. Et je ne sais pas si tu as ce sentiment, Thomas, mais lorsque moi je vois tout ça, on a le sentiment qu'il y a une volonté de la part de Donald Trump et à travers lui de Xi et à travers lui de Poutine de redistribuer les cartes du monde, de complètement faire exploser l'Europe et du coup d'avoir trois grandes puissances qui se partagent le monde. Il y a hier lundi, Donald Trump a par exemple parlé des métaux rares disponibles en Ukraine, en disant que voilà, il voulait en prendre le contrôle. On est vraiment dans cette volonté-là. Donc ces trois pays se partagent aussi l'Afrique. L'Europe explose entre une partie qui va vers l'Est, une partie qui va vers l'Ouest. C'est vraiment, il y a cette volonté-là de redistribuer les cartes qui est extrêmement inquiétante. Ouais, c'est inquiétant. Et ce que j'aime pas dans tout ça, qui était relevé dans la pub, comme vient juste de voir d'ailleurs, c'est ce côté, c'est nous contre eux, nous contre tout le monde, que ce n'est même plus une question de, ok, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est quelque chose qui est pour les républicains ou les démocrates, c'est non, c'est voilà, c'est pour les États-Unis. Si nous avons le Canada comme 50, ça va faire du bien au pays, ça va faire du bien à vous, donc pourquoi opposer ça, pourquoi être contre ça, si à la fin ça va être bon pour vous? Il y a cet esprit-là, presque comme si on était en temps de guerre, où tout devient acceptable, parce qu'on ne voit plus rien, on ne voit plus les lignes de droite à gauche, tout ça, non, c'est juste, on est américain, on est ensemble et on fait ce qui est bien pour nous. Et cette pub, évidemment, elle fait référence à ces époques de guerre et tout ça, donc on a encore plus l'esprit. Mais même sans ce contexte-là, je trouve qu'il y a cette, je ne sais pas, cet esprit, on est en temps de guerre, il faut se mettre ensemble, et si vous êtes contre nous, ben vous êtes ennemis, quoi. Donc, ouais, et justement, tu fais bien de le dire, parce que tout à l'heure, je vais vous parler de leviers quasiment similaires qui sont utilisés pour faire admettre ce qui est inadmissible à l'opinion publique américaine.
au-delà du camp MAGA. Donc on va en parler parce que il y a vraiment cette volonté de manipuler, non seulement de créer des diversions, mais de manipuler l'opinion. Bien vu, Marie-Claude, j'aime beaucoup cette forme d'humour. Non, on va avoir du mal pour combler les 45 minutes. Et Marie-Claude, je ne sais pas, peut-être je t'en ai déjà offert un, oui, non? Mais en tout cas, voilà, Marie-Claude, c'est pas encore le cas. Il y en a un qui part pour toi. Thomas s'occupera de tout ça. Donc, on va repartir sur cette décision. Donc, samedi, signature de ces tarifs, avec la menace que si le Mexique et le Canada décidaient de répondre à ces 25%, les nouveaux tarifs douaniers augmenteraient. Hein. C'est un aspect extrêmement bizarre de cet executive order en disant en gros au pays, ben voilà, on vous attaque économiquement avec comme enjeu des milliers d'emplois. On a vu entre autres le dollar canadien s'effondrer dans la foulée en disant voilà, on vous attaque, mais si vous répondez à nos attaques, ben on vous attaquera encore plus. Moment complètement fou. Donc, dimanche, premiers échos dans la presse premiers échos dans la presse, dans les médias pour dire mais en fait, on est en train de créer une situation complètement folle. Et quand je parle de créer, c'était que c'est en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que cette crise n'était pas nécessaire, c'est pas une crise organique, c'est une crise créée de toutes pièces par la décision de Donald Trump. Et donc, dès le dimanche, on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir pas mal de critiques. Du côté de camp Trump, on a commencé un moment complètement fou, alors que pendant la campagne, on vous l'a fait vivre de multiples fois, où Trump promettait que ces tarifs allaient baisser les prix et que ce n'était pas les Américains qui devaient payer. Là, dimanche, on a eu des positions publiques contraires. Fox News qui a commencé à préparer ses spectateurs en expliquant que non, mais vous inquiétez pas, les prix vont augmenter, mais on va souffrir un petit peu maintenant, mais ça va aller mieux après. Trump lui-même qui est allé dans ce sens-là. Du côté des MAGA, on nous expliquait oui, c'est nécessaire. Lundi, le Wall Street Journal a rassemblé son editorial board, donc le sommet, le comité éditorial du Wall Street Journal, qui appartient à Rupert Murdoch, Fox News, qui hier était convoqué à la Maison-Blanche. Il était dans le bureau ovale. Pourquoi ? Parce que justement, en expliquant que cette guerre était d'une bêtise, the dumbest trade war Fallout Begins, donc exactement, voilà, comme le dit Maître Olas. Bravo, cher. Même que tu parles. Je sais pas si vous êtes parlé. Non, c'est pas parlé. Bravo, cher Sentinelle. Non, c'est pas parlé, mais donc en tout cas, ça, dans le même sens, le Journal de Montréal faisait sa une d'une édition spéciale dans le même esprit. Donc en expliquant que voilà, hein, c'est la une, c'est pas un fake, hein, c'est une vraie une. Donc la une du Journal de Montréal, stupide, voilà, c'était la réalité. Et lundi, ouverture des marchés, ouverture de Wall Street, et qu'est-ce qui se passe ? Le Dow Jones s'effondre et boum. Et donc bon voilà, c'est la bourse qui n'aime pas c'est les effets prévisibles de cette guerre commerciale. Hein. Je vous rappelle que du côté du Canada, on exporte du pétrole aux États-Unis. Très rapidement, il y a eu des réactions d'entreprises qui expliquaient que, par exemple, dans la construction, que ça allait faire augmenter de manière extrêmement importante les prix dans la construction. Et puis du côté mexicain, on parle du côté canadien, mais du côté mexicain, qui exporte vers les États-Unis l'essentiel des fruits et des légumes. Voilà, c'était problématique. Et donc la bourse a réagi à la hauteur de l'article du Wall Street Journal en s'effondrant. Et là, on a eu une journée hier qui était
qui serait presque drôle si ce n'était pas grave, c'est que Donald Trump a dû faire marche arrière, trouver une porte de sortie et une porte de sortie pour sortir victorieux. Et donc de dire, ben voilà, on suspend pour un mois, pour 30 jours, je suspends les tarifs douaniers contre le Mexique et contre le Canada parce qu'ils ont accepté de prendre sérieusement les problèmes liés à la frontière et à la crise du fentanyl en envoyant à la fois les Canadiens pour leurs frontières et les Mexicains pour la leur, en envoyant des troupes. Alors évidemment, ça a fait pas mal rire sur les réseaux sociaux parce que... vas-y Thomas. Ouais, fantastique cette image, le cercle. Ouais. Avec la conclusion, mais il est vraiment parfait celui-là. C'est I make a stupid decision. Je prends une décision stupide. Quelque chose de terrible se passe. Voilà, c'était samedi. Dimanche, je convainc, je fais un tweet sur Truth Social en disant c'était voilà, lundi ça. Ouais. Lundi, j'ai réparé tout. Je signe quelque chose qui retrouve pédalage ma décision stupide et c'est le cercle. Mais c'est exactement ça. Et évidemment, donc du côté de la communication Trump, mais vous allez voir, hein, pas tout le monde est convaincu. Du côté de la communication Trump et sur les réseaux sociaux, entre autres sur X, sur ses supporters, on a vécu ça comme une victoire en disant regardez, il a réussi à faire fléchir le Canada et le Mexique, alors que la réalité, en ligne de mire, comme le montre la une du Financial Times, c'était bien les marchés qu'il fallait calmer. Donc, on va voir la une, elle arrive tout de suite, du Financial Times. Donc, voilà, en disant que les marchés étaient au rebond après que Donald Trump ait parlé avec la présidente du Mexique et décidé cette pause des tarifs douaniers. C'était avant. La une, évidemment, a été imprimée avant que la même décision soit faite au Canada. Et puis, ce qui est intéressant, c'est lorsque on regarde cette fameuse décision qui a été acclamée comme étant une victoire pour Donald Trump, on se rend compte qu'en fait, c'était déjà des choses qui existaient avant. Du côté du Canada, la décision de renforcer la sécurité à la frontière datée du mois de décembre. On a d'ailleurs la décision officielle, vous voyez la date. Donc, c'est le 18 décembre dernier, 2024. Donc, c'est le plan. C'est ce plan de décembre qui, aujourd'hui, et donc hier, 3 février, a été mis en avant par Trump pour dire « Regardez, j'ai fait céder le Canada ». Non, ça existait. Et puis, même chose du côté du Mexique. Hein, on va voir l'article de presse Associated Press qui montrait que le Mexique, en fait, ils ont reconfirmé, donc 12 avril 2021, et donc voilà, le déploiement de plus de 10 000 troupes. Le ministère de la Défense mexicain, bon, évidemment, ça n'a pas fait la une ici, mais a confirmé qu'il y avait déjà près de 14 000 soldats mexicains à la frontière. Donc, évidemment, pour celles et ceux qui savent, ça a fait quelques mèmes. Je pense que j'en ai pris un, Thomas, qui était assez sympa sur là. Et donc, avec Trudeau qui dit donc, je lui ai proposé des choses que nous étions déjà en train de faire et il a enlevé ses tarifs douaniers. Et la présidente du Mexique qui répond pareil. Donc voilà, je vais vous montrer quand même Donald Trump qui n'a pas hésité à clamer sa victoire depuis le bureau Oval. On va regarder ça tout de suite. They've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. According to Mexico's defense ministry, there are already 15,000 troops nearly there on the border. It's a deployment that started in 2019.
Voilà, le fact-checking est assez violent. Vous avez d'un côté la déclaration de Trump en disant ah, ils ont accepté de mettre de manière permanente 10 000 soldats. Chiffre officiel, il y en a déjà 14 000 et le déploiement a débuté en 2019. Donc, quand Trump était là. Donc, ce qu'il a présenté comme une victoire, c'est une victoire de papier. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter parce que c'est extrêmement extrêmement rare. Je vais vous faire entendre du côté de Laura Ingraham où on n'est pas vraiment convaincu de ces fameuses victoires de Donald Trump en disant mais en fait tout ça c'est pas grand-chose. Vas-y Thomas. I'm not too impressed with the Canadian response, frankly. I mean, the fentanyls are, I don't know what that's going to do. And I guess they'll have a few helicopters flying at the border. I mean, it's not nothing, but they were going to get slapped with 25% tariffs, and now those are gone for at least 30 days. I'm not sure what's going to happen in 30 days. Maybe some other concessions, but I think President Trump saw a huge negative reaction to this, as I know you predicted, I predicted, from Wall Street, from the markets, from all the establishment types. Do you think he reacted to that? Or maybe some of his advisors said, whoa, we gotta rethink this? I think President Trump is a guy that might... Ouais, donc voilà, pas Laura Ingraham, qui pourtant est une supportrice fidèle, et elle n'a pas changé, remarque que c'est pas grand-chose. Mais je pense que vous avez vu le titre, comment on peut traiter l'info de manière différente, hein, le fameux bandeau. Thomas va vous remettre ça à l'antenne, le fameux bandeau donc, qui explique que le Mexico et le Canada ont cédé à Donald Trump et plus tard dans son commentaire, comme vous l'avez entendu, elle explique qu'en fait il a surtout cédé au marché, surtout cédé à Wall Street. Mais au-delà de ça, ce qui s'est passé ces derniers jours, avant de parler du côté de diversion de ce qui s'est passé ces derniers jours, ça pose une véritable question non pas sur l'efficacité des tarifs douaniers, mais sur l'utilité. On a l'impression que ce qu'on appelle la goal line, la ligne d'arrivée, change en permanence. Pendant ces 3 jours, on nous a expliqué qu'il fallait attaquer le Canada avec les tarifs. Il fallait punir le Canada pour les tarifs douaniers parce qu'il y avait un déficit commercial favorable au Canada. Ce qui est plus que discutable, voire faux. Ensuite, parce qu'il fallait que le Canada accepte de devenir le 51e État des États-Unis. Après, on nous a expliqué que donc, les tarifs, c'était aussi une manière de faire de la diplomatie, si vous voulez, hein, de la nouvelle diplomatie façon Trump, pour obtenir de la sécurité supplémentaire aux frontières. Hein, c'est ce qui est devenu, désormais l'excuse officielle pour les retenir, pour les suspendre. En tout cas, ces tarifs douaniers après 24 heures de folie. Et puis, on se souvient que pendant la campagne, mais aussi samedi, le samedi 1er février, lorsque Trump signe son executive order, à ce moment-là, on entend du côté de Trump et des supporters MAGA en disant, ben voilà, c'est ce qui va amener l'Amérique dans le Golden Age. Au lieu que ce soit les Américains qui payent, ce sont les pays étrangers. On va créer un organisme comme étaient les impôts, l'IRS, mais cette fois-ci la ERS, Exterior Revenue Service, pour collecter tous ces millions de dollars qu'on va gagner. Et on pousse la rhétorique. D'ailleurs, j'ai vu certains sites francophones pro-Trump annoncer ça comme si c'était un fait. Ce n'est pas un fait, en expliquant que du coup, ça permettrait même de supprimer l'impôt sur le revenu pour les Américains. Ils n'auraient plus besoin de payer d'impôts parce que tout serait financé par les tarifs. Et donc là, on se dit, OK, mais cet aspect-là, il n'a pas été satisfait. Le côté de commerce, de déficit commercial, il n'a pas été satisfait. Et on se dit, mais en fait, pourquoi, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais
pourquoi Trump est acharné sur ces tarifs-là, alors que je n'en connais pas le but. Bah, au début, on pouvait se dire aussi, c'est Trump qui arrive et qui veut montrer tout de suite, je sais pas, qui veut mettre faire ressentir sa présence, quoi, qui arrive et qui dit à tout le monde, ok, c'était pas que des menaces de campagne et tout ça, je vous montre, je suis là, je vais imposer ce que je veux quand je veux. Et voici la façon que je vais le faire. Mais j'ai l'impression que peut-être tu as autre chose à nous proposer. Non. Non. C'est vraiment. C'est une véritable question. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Au-delà, on va en parler de cet effet de distraction qui lui a permis d'occuper l'espace médiatique entièrement pendant 72 heures, voire un petit peu plus, sur ce sujet-là. Je ne sais pas aujourd'hui, hein, en mettant la manière la plus neutre possible, je ne sais pas aujourd'hui à quoi servent les tarifs douaniers pour Trump. Est-ce que c'est pour punir des pays? Est-ce que c'est pour négocier, pour se mettre sur une table de négociation de manière plus favorable? Est-ce que c'est pour obtenir des garanties de sécurité? Est-ce que c'est parce que ça va permettre à l'Amérique de s'enrichir? Est-ce que c'est parce que ça va permettre aux Américains de cesser de payer des impôts? On nous a dit tout et son contraire. Et ce que l'on voit ces derniers jours, c'est exactement ça. Trump, interrogé encore dimanche sur les tarifs qui étaient en cours, c'était le 2 février, donc c'était pas que mon anniversaire, c'était aussi le lendemain de la signature de son executive order, de son décret. Il parle encore le 2 février de dire mais ouais, il y a un déficit commercial, il faut effacer ce déficit commercial, c'est un scandale que l'on soutient financièrement le Canada, en fait c'est nous qui faisons vivre le Canada, donc on est dans une dimension, et le lendemain on dit ben voilà, non mais j'ai gagné, il va y avoir 10 000 soldats à la frontière, quoi. N'oublions pas, il y a deux éléments aussi qu'on a appris pendant ces dernières 8-10 ans de Trump. Il y a le thème spaghetti où on balance tout contre le mur pour voir ce qui marche, et pas juste ce qui marche concrètement, mais qu'est-ce qui est accepté par la base, accepté par le peuple américain, accepté par les républicains autour de nous. Donc je crois qu'il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté où Trump ne peut jamais avoir tort, doit toujours avoir raison, ne peut pas dire « Ah ok, en fait, mon plan tarif ne marchait pas, je vais changer tout ça. » Et récemment, on a vu à chaque fois que quelque chose, ou l'impression qu'il creuse contre un mur, il se dit « Ok, il faut aller encore plus fort. Ouais. » Donc tout ça, c'est possible. Et la dernière chose que je garde en tête aussi, c'est cette stratégie qui date de la première époque Bannon, de mettre en espèce de why complet, de stress complet pour... de flood the zone, tu veux dire, d'inonder, oui, évidemment. Ouais. Et là, où tous les jours, on parle maintenant de ce stress-là, de se dire, oh là là, regarde, il parle de Canada comme 51e État, les tarifs, tout ça. À la place, on ne parle pas de, par exemple, on a moins parlé, je crois, ce week-end de notre prochain sujet de Elon, USAID, tout le reste, que peut-être ça. Je ne sais pas, mais bon, on n'a pas de réponse concrète non plus aujourd'hui, je crois. Non, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse concrète. On va en parler de l'effet, en tout cas, de diversion que ces 3 jours ont créé. Je voulais juste vous montrer. Encore une fois, la une du Wall Street Journal, et c'était le jour de la convocation de Rupert Murdoch, donc, qui, après avoir traité cette guerre des tarifs, cette guerre commerciale comme étant la plus bête, the dumbest, elle n'est pas dumb, elle est dumbest, c'est vraiment la plus stupide, qui reconnaissait, et donc j'imagine que Donald Trump, qui a promis qu'il allait parler à Rupert Murdoch, donc le patron de Fox News, le patron du New York Post et le patron du Wall Street Journal, a évidemment compris que, contrairement à ce qu'écrivait Fox News, c'est assez intéressant, c'est que du côté de Fox News, même propriétaire, du côté de Fox News, on écrit que que le Canada et le Mexique ont cédé. Mais quand on ouvre les pages du Wall Street Journal ou quand on va sur leur site, on apprend qu'en fait, c'est Trump qui a perdu, qu'il a blink, donc je pense qu'on a
Il a cligné des yeux, hein, dans ça, vous imaginez à la Sergio Leone, le bon, la brute et le truand, pour quelques dollars en plus, ces duels où on se regarde dans les yeux, et le premier qui a cligné des yeux, bah, c'est pas Trudeau, c'est pas la présidente du Mexique, mais c'est bien Donald Trump lui-même. Et donc voilà, c'est aussi alors Trump, on a vu, hein, c'est le même qui est de conclusion que tu as déjà montré, celui voilà, où on tourne là-dessus, c'est que on célèbre comme une victoire le fait qu'en fait il a annulé une décision stupide qu'il avait pris lui-même. Donc on célèbre cette victoire-là, mais ne nous y trompons pas. C'est une victoire pour le Canada, c'est une victoire pour le Mexique, c'est un échec personnel pour Trump. Dans son entourage, certains de ses conseillers lui avaient déconseillé d'aller dans cette direction-là et de signer cet executive order. Hein, il faut savoir que, par exemple, le texte qui a été mis en avant par Trump comme étant une concession du Canada qui date du mois de décembre, c'était la réponse du Canada lorsque Trump avait menacé de le faire. Donc, pour ne pas arriver à ce point-là, c'est regarder, on a décidé d'agir. Et c'est comme ça que ça doit se jouer en termes de diplomatie. Là, il a décidé d'agir pour faire du rétropédalage 48 heures après. Donc voilà, crise 100% créée par Donald Trump. 100% créée par Donald Trump. La réalité aussi pour ça, c'est que cette crise a occupé l'espace médiatique quasi entièrement depuis la fin de la semaine. Donc déjà le vendredi où on se demandait si il allait le faire, le samedi lorsqu'il a signé, le dimanche, le lundi, et encore aujourd'hui le fait qu'il s'en soit sorti, et en étouffant. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une diversion? Ou est-ce que c'est juste un hasard bienveillant de calendrier? Pour ma part, je pense que c'est une diversion. En étouffant ce qui est en train de se passer dans les coulisses à côté de Washington, ce que je vais évidemment vous raconter, et qui est une véritable tentative d'un glissement de régime, de passer d'un régime démocratique à une dictature présidentielle. C'est ce qui est en train de se passer, dont on a parlé très peu, ou mal, ou pas assez, parce qu'on était concentré à parler de ces tarifs douaniers. En tout cas, moi, c'est l'angle que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après une petite pause.